Salut à tous les passionnés, aujourd'hui visite chez mon ami Christophe Gosto, on va vous parler d'un mouvement chronographe mythique sorti en 1969, le fameux Zénith El Primero. Suivez-moi. Comme tu m'avais demandé des infos sur la El Primero, j'ai un petit peu bossé le sujet, donc je me suis plongé dans mes archives papier. J'ai pris une El Primero parmi les multiples modèles qui ont été produits, donc j'en ai choisi un qui est un modèle qui n'est pas le premier de 69, mais qui est un modèle que moi je porte à titre perso, que j'aime beaucoup pour sa lisibilité, sa sobriété, son design. Et donc c'est le 0210 415. Et du coup, il a exactement le même mouvement, le El Primero, que les premiers modèles sortis en 69. Et du coup, on va pouvoir s'en servir comme base pour présenter le modèle. Ok, très bien. Voilà. Et là, j'ai un petit journal d'époque. Voilà. Alors c'est un petit... Très beau. Reproduction. C'est de la publi-information. Okay. C'est une parodie de journal en fait. Tout est publicité. Donc là, au lieu d'avoir le Monde ou Parisien, on a Nouvelle avec le logo Z pour Zénith. Et donc ils ont appelé ça le bulletin d'information de la Société d'horlogerie Zénith. Ils auraient pu mettre Zénith Movado à la limite même. Et puis tout est factice. Hein. Là, il y a une sorte de petit encart, genre à la une. C'est vraiment pour singer un journal. Et puis le titre, la une, hein, c'est El Primero Zénith, le premier chronographe automatique du monde. Rien que ça. Alors 1969, une année particulière pour l'horlogerie. J'ai souvenir qu'il y avait une jolie bataille entre Seiko, Zénith et le fameux Quatuor à cette année-là. Donc la course à celui qui va sortir le chronographe mythique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Alors, là, aujourd'hui, on va parler du El Primero. En effet, c'est le premier, on va dire, qui a été présenté à la presse et au public. Sachant que le premier chronographe automatique breveté, c'est le Quatuor, dont tu as parlé, le Quatuor Buren, Breitling, Heuer, Hamilton, qui eux ont fait le premier brevet, donc ils ont fait les premiers dessins. Donc ils ont conçu le truc, ils l'ont dessiné, ils ont publié le brevet, très bien. Mais le premier à avoir fait une montre réellement qui fonctionne à présenter, c'est le El Primero. Mais il y a un outsider qui arrive sur ce segment-là, c'est Seiko, parce que eux, ça a été les premiers à le commercialiser. Je vais peut-être dire dans le plus grand silence à l'époque, mais ils n'ont pas fait grand bruit de cette commercialisation, mais dans les faits, ils le proposaient à la vente avant Zénith et avant Heuer Buren, Breitling. Et certains détracteurs pourront dire que le Seiko ne fait que mesurer le temps sur 30 minutes, puisqu'il n'y a pas de totalisateur des heures notamment. Mais malgré tout, c'est quand même un chronographe automatique. Et en plus, il était jour et date. Bon, on peut aimer ou pas aimer, mais c'est aussi une complication supplémentaire. En effet, c'est pas une complication qui vient se chevaucher ou empiéter sur la partie chronographe qui est côté fond de boîte, hein, parce que le jour c'est en dessous du cadran, donc il n'y a pas vraiment de difficulté sur un chrono à rajouter le jour, pas plus que sur une montre 3 aiguilles, on va dire. Mais voilà, donc c'était cette petite bagarre entre, on va dire, Zénith Movado, hein, parce qu'il y a eu aussi un dérivé du El Primero, le copier-coller chez Movado, c'était le Datron. Datron qui est souvent un peu moins coté, donc du coup, pour quelqu'un qui voudrait acheter, passer à l'acte et acheter un El Primero vintage, les Datrons sont moins connus, donc comme c'est moins connu, il y a moins de gens qui cherchent, donc les prix sont un petit peu plus bas. Après, c'est exactement le même mécanisme, et les boîtes se ressemblent, hein, stylistiquement, on est dans la même période. C'est toujours de l'acier, souvent du fond vissé. Hein. Il y a les boîtes de l'époque de Zénith qui sont quasiment les mêmes chez Movado. Et techniquement, j'entends. Et ok. Ouais, donc un mouvement pionnier à ces années-là. Est-ce qu'il y a une particularité sur ce mouvement ? On parle beaucoup. Alors, on parle des 36 000 fréquences, on parle du roulement à billes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? On va dire que traditionnellement, quand on a un chronographe,
avant 69, en fait, on n'a jamais de remontage automatique parce que tout simplement, quand on a en fait un chronographe, on a énormément de mobiles qui viennent coiffer le mouvement. Donc tous ces mobiles empêchent de mettre un rotor par-dessus. On n'a pas de place pour venir visser un pont du tout. C'est la crise du logement. Donc là, le tour de force de la L Primero, c'est de venir loger cette masse oscillante qui est sur roulement à billes, ce qui est donc déjà une caractéristique technique très intéressante. Non seulement c'est sur rotor qui tourne 360 degrés, qui fait un tour complet, mais en plus c'est sur roulement à billes. Donc ça c'est le top parce qu'en termes de frottement, on a des choses super, on a des frottements super bas, ça bouge très bien et c'est robuste en plus de ça. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est exactement ce que faisait Eternamatic, Eterna qui avait le brevet justement du rotor sur roulement à billes en 1948. Donc le tour de force a été d'aménager de l'espace ici sur le pont. Alors je vais tourner la page, on va un petit peu regarder ça, désolé pour l'attente. Voilà, donc là le rotor est enlevé. Donc le tour de force, c'est qu'en fait d'habitude on a un pont qui fait comme ça un Y qui vient ici coiffer ici la roue du totalisateur des minutes et la roue de seconde au centre, la trotteuse centrale. Ce pont d'habitude il fait un Y comme ça. Et là en fait ils ont fait un petit peu d'espace ici et ils ont prolongé ce pont pour ici pour une bascule, mais ça à la limite on s'en fiche. Et sur ce pont là on peut venir visser ici le rotor. Il y a les trois petites vis qui sont là pour venir l'accrocher et ce rotor va s'engrainer sur ce pignon. Et en dessous de ce pignon, in fine, sur ce rocher qui est là. Et donc l'espace dégagé ici, qui est habituellement, en fait on va dire que d'habitude il y a un gros pont qui vient à la place de ces deux rouages là. Ben là on a accroché le pont ici avec deux vis, alors que d'habitude on a une là. Et on est venu donc faire de l'espace ici pour in fine embrayer sur le ressort, le barrier qui est ici. C'est un gage de fiabilité sur le roulement à billes. Oui, le roulement à billes, oui, tout à fait. Par rapport à un mouvement chronographe qui n'en a pas. Alors, par rapport à un mouvement automatique qui n'en aurait pas, oui, parce que s'il n'y a pas de roulement à billes, traditionnellement, on peut mettre un rubis, mais un rubis, ça casse. C'est ça le problème avec les chocs, donc c'est pas tellement adapté. Il y a eu quelques mouvements qui ont eu des roulements à billes, des rubis, pardon, notamment, je pense notamment à un excellent mouvement chez Longines, le 291, qui est un mouvement que je trouve très très intéressant techniquement, qui avait un rubis. Du coup, le rubis, ça fait très peu de frottement, puisque l'axe du rotor qui est en acier polymiroir sur du rubis, ça frotte très peu. Grosso modo, c'est de l'acier sur du verre. On se doute bien que si on a une bille ou un morceau d'acier qui frotte sur du verre, ça va avoir des frottements très très bas. L'autre solution qui est souvent utilisée pour les rotors, c'est tout simplement d'avoir un palier en bronze, comme il y a sur plein de montres. Je pense à notamment toutes les Omega série 500, il y a ça. Donc c'est des choses qui frottent davantage, qui peuvent s'user, prendre du jeu. Là, le roulement à billes, c'est beaucoup plus robuste. On est forcément sur un roulement, ça prend de la place, donc on est sur un diamètre un peu plus important. Et c'est exceptionnel en termes de frottement bas et de faible jeu, en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que tu as d'autres questions qui te viennent? Alors, j'ai le souvenir d'un bracelet assez particulier, plutôt un bracelet tachymétrique sur la Zénith, sur les Zénith L Primero. Est-ce que tu as aussi plus d'infos en termes de distribution du bracelet? Est-ce qu'il était proposé de facto avec la montre ou alors Alors, il y a eu en effet, quand elle est sortie en 69, il y avait un triptyque, il y avait 3 modèles phares qui sont sortis. Donc celui-là qui est en photo ici, qui a été réédité il y a assez peu de temps par Zénith, qui est le boîtier que moi j'appelle tonneau, en raison de sa forme. Et il y avait ce boîtier avait des pans coupés, un petit peu comme s'il était sorti d'un moule à gaufres. Et il avait un bracelet, alors des fois c'est des montres qui avaient du cuir, mais elle pouvait aussi avoir ce bracelet qui était un bracelet fabriqué par Gay Frères, un illustre fabricant de bracelets de montres, qui équipait notamment Rolex,
Zénith, Tissot, etc. Et ce bracelet s'appelait le bracelet échelle parce que tout simplement, en fait, ici, il était évidé. Alors là, on voit que c'est noir, mais en fait, c'est parce qu'il y a certainement un coussin noir ou quelque chose, une bande en dessous qui vient masquer et empêcher qu'on voit à travers. Mais du coup, ça fait en fait les barreaux d'une échelle. Alors, c'est un bracelet agréable à porter, mais c'est vrai qu'il est témoin de son époque. Hein. On voit tout de suite un bracelet échelle où on voit votre peau à travers. Ça fait tout de suite un peu 70s, ça fait années 70. On voit plus ça aujourd'hui. Alors que celle que j'ai moi sélectionnée justement pour cette petite revue, elle est aussi très intéressante parce que, alors déjà stylistiquement, elle a aussi ce boîtier tonneau. Elle marque son époque, on est vraiment dans les années 70. On a un cadran bâton avec des index bâtons. Une très belle visibilité. Voilà, c'est très lisible, c'est très sobre. Tout est couleur métal. Les index sont ce sera certainement très très difficile à filmer, mais on a en fait au centre de ces index bâtons un petit trait jaune. C'est pas jauni, c'est du métal qui est doré en fait. Ça se voit presque pas. Mais c'est aussi une petite finition très délicate, très difficile à effectuer. On a un verre minéral plat, donc ça c'est aussi typique de cette époque-là. C'était les premières tentatives de faire ces verres-là. Avant on avait des verres bombés, des verres plexi, là on avait quelque chose de plat, donc ça avait un aspect révolutionnaire à cette époque-là, en fait, le fait que le verre soit plat. Et à cette époque-là, donc on mettait sur ces verres-là, on maîtrisait pas encore vraiment l'étanchéité et la pose, donc on mettait un gros joint plastique qui est blanc ou gris clair. Et pour le cacher, on mettait cette bague qui est ici polymiroir pour cacher le joint. Ça c'est quelque chose aussi de typique qui, au fil des années, la technique étant maîtrisée, on pouvait se passer de cette bague. On avait des choses un peu plus, je vais pas dire épurées, mais on pouvait se passer de ça. Mais là, justement, pour moi, c'est un trait stylistique particulier de l'époque. Et j'aime beaucoup parce qu'on a, ce qui est aussi typique des années 70, une alternance de polymiroir sur les côtés et de brossage. Ici, un brossage circulaire sur le pourtour de la montre. Alors, donc là, du coup, on peut la voir simultanément. Ici, c'est brossé, ici, c'est polymiroir. Et là, on a encore du polymiroir. Donc, on a en fait un brossé qui est emprisonné entre deux polymiroirs. Donc, les années 70 marquent justement ce traitement des boîtiers où on venait jouer avec des alternances de brillants, de satinés. Il y a même certaines montres qui pouvaient être micro-billets, avec des finitions micro-billets, ou même des fois certaines plongeuses entièrement brossées, comme la ZRC Grand Fond. Et donc ce bracelet-là, il est, je trouve aussi très techniquement intéressant parce que même si aujourd'hui il a l'air banal, il était aussi révolutionnaire parce que c'est les premiers bracelets mailles pleines. Avant, on avait des mailles pliées. Et là, on a pour la première fois quelque chose qui... Alors, c'est un peu plus lourd qu'un maillon plié, bien sûr, mais c'est plus solide. Et on a pour la première fois un bracelet que je qualifierais de moderne, qui est à l'identique d'un bracelet qui pourrait être fabriqué aujourd'hui. Il est évidemment signé Zénith, avec une inscription Zénith qui va être en fait en creux, hein, donc c'est aussi caractéristique de l'époque, c'est quelque chose qui coûte moins cher que quelque chose qui serait en relief, qui dépasserait, puisque là on peut venir en fait finalement par emboutissage pour un coût modique venir marquer la marque. Et puis on a ensuite à l'intérieur de la boucle l'indication stainless steel, donc acier inox. Et ici, je ne sais pas si on arrivera bien à voir, mais c'est toujours difficile à filmer, à capturer la lumière. Voilà, on a cette indication là. Donc c'est le bracelet qui convient avec cette montre là, sachant que les pièces de bout sont aussi spécifiques. Elles ont une forme, elles sont très 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 légèrement incurvées ici, et elles suivent la forme, ou elles tentent de suivre la forme du boîtier. Parce que là on a une pièce pliée, et ici on a un angle droit, donc on a forcément quelque chose de progressif et d'arrondi, mais c'est une pièce qui épouse quand même très bien la forme de la boîte. Et on a ce brossage ici qui est vertical et ici concentrique, et je trouve ça très joli. Les alternances sont vraiment très belles. On a la petite sœur. Voilà, oui. Avec la date, donc du coup qui est une signature Zénith aussi entre 4h et 5h. C'est quelque chose de vraiment spécifique à la marque. C'est une sorte de signature visuelle. Quand on voit la date entre 4 et 5 heures sur une montre, on peut être sûr à coup sûr c'est une Zénith.
Ok, donc très bel exemplaire. On parle aussi des 36 000 alternances pour le mouvement Zenith El Primero. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors c'est une des caractéristiques techniques de ce mouvement-là, c'est que justement, traditionnellement en horlogerie, on avait des mouvements qui battaient typiquement à 18 000 alternances par heure, ou 19 800, ou 21 600. Et là, on a ce qu'on appelle le début des HPG, High Performance Grade. J'aime pas trop les anglicismes, mais grosso modo, on avait des mouvements qui battaient plus vite. Et celle-ci bat à 36 000. 36 000, donc c'est le double de 18 000. Donc ça s'entend très nettement. Hein, ça fait plus le tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est un tic-tac énervé qui fait tic-tac, 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 tic-tac. Et en fait, ça a un intérêt technique pour un chronographe particulièrement, puisque quand on a une montre qui bat à 36 000, en fait, on coupe la seconde en 10 morceaux, ce qui fait qu'on peut prétendre être précis au dixième de seconde près. Ce qui fait que si on avait un chronographe traditionnel qui serait à 18 000, comme typiquement, je pense à un Landron 48, ou tous ces mouvements, vraiment ces grands classiques, ceux-là, ils sont théoriquement précis du coup à 1/5 de seconde. Et là, on est à 1/10 de seconde. Donc c'est à l'époque où justement on n'avait pas tous ces moyens, comme aujourd'hui, de chronométrer le temps de manière ultra précise, ça pouvait avoir son intérêt, disons d'un point de vue marketing, c'était une avancée. Voilà. Et c'est vrai que plus on a un mouvement qui bat vite, plus théoriquement, si on ISO qualité de fabrication, plus on peut avoir quelque chose de précis. Voilà. Plus de précision. Voilà, exactement. Ok, et de nos jours, qu'est-ce qui se fait? On a encore du 36 000 alternances sur des mouvements chronographes? En fait, quel que soit le chrono ou pas chrono, aujourd'hui, on a toujours des montres à 18 000, on en a toujours à 36 000. Le mix est toujours... on a toutes les fréquences, en fait, aujourd'hui. Il y a même des fréquences... Alors là, pour moi, c'est une régression technique, mais certaines coaxiales sont à des fréquences bâtardes qui n'existent pas, qui sont dans les 15 000 et quelques, je sais plus combien, qui sont faites pour que les horlogers indépendants, avec leurs machines traditionnelles, ne puissent pas régler la montre, donc refusent les révisions pour que les clients les envoient au SAV Omega, quoi, typiquement. Outre le fait que Omega ne vende pas de pièces détachées aux horlogers indépendants pour les coaxiaux, en plus de ça, les fréquences font que, de toute façon, à moins d'acheter une machine nouvelle, hein, évidemment, les tout derniers chronocomparateurs à écran LCD, machin truc chouette, font ces fréquences-là. Mais si on a un bon vieux vibrographe traditionnel qui fonctionne sur bande papier, comme moi j'ai, on ne peut pas régler cette fréquence-là. Et c'est vrai que battre moins vite, c'est un non-sens technique, ça va à rebours de l'évolution. Donc moi, je vois pas l'intérêt d'acheter ça. Typiquement, bon, c'est un peu hors sujet par rapport au El Primero, mais si on peut en parler, autant le dire. Voilà, ça n'engage que moi. Ok. Alors, il y a un autre intérêt technique du El Primero, une autre petite innovation, mais qui n'est pas vraiment liée au fait que ce soit un chronographe, c'est qu'on avait les premières dates à saut instantané. Disons que cette montre-là intègre cette avancée technique. Donc, on a un saut qui se fait... on va dire très très, très rapidement. Alors, il y a une autre chose qui est un petit peu typique du El Primero. En fait, quand on veut faire la mise à l'heure, on tire une fois. Donc on introduit l'ongle, et puis l'épaisseur de l'ongle suffit à bouger la couronne. Et là, on est en mise à l'heure. Donc on dévisse pour faire avancer les aiguilles. Et si on retire plus loin, on a la date. Donc elle n'est en date rapide que dans une direction. Alors, elle se fait assez bien de manière fluide. On n'a pas un truc qui saute. On verra après pourquoi sur les planches. Parce que le mode d'entraînement est fait de cette manière-là. Et donc, quand on arrive à minuit, donc là, on va peut-être passer un petit peu de temps. Peut-être qu'on est à midi, donc il ne se passera rien, on va voir. Et ben non, voilà. Donc là, à minuit moins 2, ici, parce que il y a toujours des frottements, il y a toujours un petit peu de différence. Un coup ça va être à minuit 2, un coup ça va être à minuit moins 2, ça dépend les huiles s'épaississent avec le temps, ça va peut-être être un peu plus long. Il y a une sorte de mécanisme à détente en fait qui fait que d'un seul coup c'est prêt et bam, on passe au jour suivant. Donc ça c'était à l'époque novateur. Il y a des tas de montres où la date passe entre 23h et 2h du matin, ça met 3 heures avant de passer. Là c'était un saut ultra rapide. Donc ça c'est aussi une des innovations qui avait été embarquée dans cette montre-là à l'époque. Fin des années 60,
on a les premières dates rapides, puisqu'avant, la plupart des montres des années 60, on doit passer minuit et revenir entre 21h et 20h pour réarmer le mécanisme de date et rechanger. Donc on passe son temps à faire grosso modo minuit, 20h, minuit, 20h, minuit, 20h. Ou alors, quand on ne sait pas cette astuce-là, on fait 2 fois le tour du cadran pour changer la date, c'est quand même très très long. Et là, on a les premiers mécanismes à mise à date rapide, qu'on appelle en anglais quickset. Moi, je ne parle pas anglais, donc on va dire mécanisme à date rapide. Alors la Zenith Cell Primero présentait aussi un fond de boîte vissé, clipsé. On avait le choix entre les deux. Voilà, selon les modèles, on a du vissé et du clipsé. Celle-ci a un fond vissé, c'est les boîtiers qu'on appelle Surf, qu'on retrouve aussi chez Movado, justement dont j'ai parlé tout à l'heure. Les boîtiers Surf, c'était des boîtiers qui avaient on va dire, évidemment un chronographe, c'est pas fait pour aller sous l'eau. C'est un non-sens technique d'espérer pouvoir plonger avec un chronographe pour la simple et bonne raison qu'un chronographe, ça a des poussoirs. Un poussoir, c'est une entrée d'eau parfaite, puisqu'on n'a pas un gros joint qu'on vient visser, qu'on vient écraser en vissant une couronne comme typiquement sur une ZRC Grand Fond, une Spirotechnique ou une Rolex Oyster. Donc, pour faire un tout petit rappel vraiment très rapide, sur une montre de plongée, on a une couronne qui est vissée traditionnellement, c'est la solution la plus élaborée, celle qui convient, je dirais. Donc le joint, il est ici derrière à l'intérieur, on vient visser, en vissant, on écrase le joint, point final. Un poussoir, évidemment, ça bouge tout le temps, donc on peut pas avoir, et c'est pas extrêmement raide pour qu'on puisse justement le manipuler de manière agréable. Donc le joint qui est dedans, il est pas au fond, c'est un joint torique qui vient lécher la tige, en fait, c'est un joint lécheur, donc c'est pas un joint qui est comprimé. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de pouvoir espérer aller dans l'eau avec un chronographe. Il y a des chronographes à poussoir vissé, me diras-tu. Et oui, alors chez Rolex par exemple, ou chez Tudor, on a le Daytona qui a un poussoir vissé. Mais alors, quand il faut chronométrer un temps, attendez, pause, faut que seulement que je dévisse mon poussoir, les gars. Je le dévisse, ça y est, je suis prêt. Trop tard, le truc à chronométrer, il est déjà fini. Donc, ça n'a pas de sens non plus pour moi de mettre un poussoir qui soit vissé. C'est stupide. Les 3/4 du temps, quand on chronomètre quelque chose, c'est à la volée. Tiens, il faut que ce soit instantané pour mesurer le temps. Exactement. Donc, pour moi, si on veut mesurer des temps et aller dans l'eau, la meilleure solution, si la précision c'est la minute et pas la seconde, c'est d'avoir une lunette tournante autour de la montre, comme ça on peut mesurer, on set. Non, on ne parle pas anglais, on a dit. Petite blague. Non, on cale en fait la lunette tournante, on met le curseur de la lunette tournante au niveau de l'aiguille des minutes, et puis à partir de là, si la lunette est graduée dans le sens horaire, on va lire le nombre de minutes écoulées. Et puis si c'est le contraire, si on veut programmer par exemple un minuteur, on se met, si la lunette est graduée à l'envers, on met si on veut chronométrer 20 minutes, on met la lunette sur 20 et puis elle va décompter jusqu'à 0, et quand l'aiguille des minutes sera arrivée au curseur, c'est que les 20 minutes seront écoulées. Donc voilà, pour moi c'est une vision vraiment personnelle, mais si on veut mesurer des temps avec une plongeuse, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Donc celle-ci, voilà, elle a quand même un boîtier qui a des prétentions de plongeuse, puisque les boîtiers Surf, c'était vraiment des boîtiers qui étaient conçus pour être super étanches. Mais bon, elle a des poussoirs, alors c'est pas du coup vraiment destiné à aller dans l'eau. Elle sera pas dans son élément voilà, sur la plage. Oui, non, on va dire sur le sable à la limite, mais certainement pas dans l'eau. Enfin, moi je le conseille pas. Celle-là, j'ai changé les joints, il y a une double rangée de joints, donc il y en a 2, mais bon, ça reste des joints qui viennent lécher grosso modo quand la tige se déplace, donc c'est quand même pas optimum, on va dire.